De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Alfred Chongo. Place à présent à notre dossier du jour. Obtenir un fichier électoral crédible, c'est l'une des conditions majeures relatives à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. 3 options sont sur la table. Celle choisie par la commission électorale, la plus longue mais la plus fiable, c'est la refonte du fichier électoral, ce qui pourrait entraîner un retard de près d'1 an dans l'organisation de la présidentielle. C'est un reportage signé Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, comme dans plusieurs pays africains, la question de l'alternance au pouvoir est un réel défi pour l'opposition. Mais pour parvenir à cette alternance, la cohésion de l'opposition représente un préalable. C'est dans cette optique que les différentes plateformes de l'opposition congolaise se sont retrouvées au mois de mai 2016 à Genève, en Belgique, autour du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, afin de refaire l'unité de l'opposition dans un contexte de la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président de la République, Joseph Kabila. À l'issue de 3 jours de discussions qui ont vu la participation de la dynamique de l'opposition, de l'alternance pour la République, du G7 et de l'UDPS, sans oublier plusieurs associations de la société civile, le conclave de l'opposition a abouti à la création du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. L'objectif poursuivi est le départ du président Joseph Kabila dans le respect de la Constitution. Pour conduire les rassemblements de l'opposition, un comité des sages a été élu. À sa tête, l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Après la conférence de Genval qui a permis de lancer le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, l'opposition est en phase de consolidation de son unité et elle reste engagée résolument dans la lutte pour le respect de la Constitution par tous et l'organisation des élections crédibles, démocratiques, transparentes, libres et apaisées conformément à cette Constitution. Notre opposition est pacifique et pacifiste, comme je l'ai toujours dit. Nos stratégies ne sont pas extraordinaires, ce sont les stratégies de toute opposition démocratique. Elles consistent en la conscientisation et à la mobilisation du peuple congolais pour les mettre en mesure d'exercer ses droits garantis par la Constitution. Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement opte ainsi pour un dialogue politique inclusif tout en insistant sur le respect de la Constitution et de la résolution 2277 des Nations Unies. Par conséquent, le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat n'est donc pas négociable. Un avis partagé même avec plusieurs acteurs politiques qui n'ont pas pris part à ces dialogues. C'est possible, l'opposition, la majorité, de pouvoir parler, mettre de côté nos intérêts égoïstes, mettre de côté ce qui nous divise pour venir ensemble et dire nous allons faire des élections apaisées, nous allons faire des élections qui répondent aux règles. Ça, c'est possible. On ne peut pas continuer à être des défaitistes. On ne doit pas continuer à montrer en fait une image des Congolais qui ne peuvent pas s'organiser. Pourquoi ça doit être les autres qui viennent de l'extérieur qui doivent nous apprendre ce que nous devons faire alors que ce sont des choses que nous sommes convenus, nous avons voté, le souverain primaire a décidé et donc nous voulons à ce que ce soit les autres qui viennent nous apprendre ce que nous allons faire. Nonobstant le fait que tous les partis d'opposition n'ont pas participé et adhéré aux résolutions de ces conclaves, le rassemblement de l'opposition a amené une nouvelle dynamique dans la lutte pour l'alternance en RDC. Il a démontré sa capacité de mobilisation le 27 juillet 2016 au retour d'Étienne Tshisekedi de Bruxelles. Des centaines de milliers de Congolais sont allés accueillir l'opposant historique. 4 jours après, la même mobilisation a été constatée lors du meeting organisé par cette plateforme. Nous sommes unis aujourd'hui pour que nous parlions demain un même langage, le dialogue qui aura lieu. Cependant, comme vous le savez, le facilitateur qu'on nous a donné n'est pas neutre. C'est un grand kabiliste. Si le discours d'Étienne Tshisekedi, récusant les facilitateurs, n'a pas affecté la grande coalition de l'opposition dans sa composition, il a par contre eu un impact dans certaines composantes dont la dynamique de l'opposition où certains partis anti-dialogue ont rejoint le camp de pro-dialogue tout en acceptant les facilitateurs Edem Kodjo. C'est le cas du courant des démocrates rénovateurs de Jean-Lucien Boussa ou encore l'UNC de Vital Kamerhe.
Au départ, moi je me souviens que M. Vital Kamerhe, et puis c'est de lui qu'il s'agit, était avec nous dans le processus du dialogue en 2014. Puis vers la fin de cette année-là, 2014, il nous a lâchés en s'opposant catégoriquement, farouchement au dialogue. Alors aujourd'hui, il revient, tambour battant. Posez-lui la question de savoir qu'est-ce qu'il a convaincu. La question de la participation au dialogue sous Edem Kodjo a divisé l'opposition congolaise. D'aucuns soutiennent que l'intransigeance du rassemblement de l'opposition fait ainsi face au réalisme d'une partie de l'opposition qui a accepté de participer à ces assises. Donc tous les opposants présents à Genval réaffirment leur attachement à la résolution 2277. Ils sont tous d'accord avec le dialogue selon la résolution 2277. Il n'y a pas une seule frange de l'opposition qui dise non au dialogue selon la résolution 2277. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire M. X, Y a changé d'avis, non. Très tôt, l'opposition présente au dialogue finira par claquer la porte des discussions dans le but d'obtenir de la majorité présidentielle les consensus sur l'organisation de la présidentielle avant les autres scrutins. Elle réussira à obtenir gain de cause. La séquence de des élections doit commencer par l'élection présidentielle. Nous sommes venus aujourd'hui à la demande du facilitateur parce qu'il voulait bien voir les deux groupes politiques échanger sur la question afin que les dialogues puissent reprendre très rapidement. L'opposition tient surtout à la position essentielle sans laquelle le dialogue n'est pas possible. Dans le contexte actuel, l'on peut catégoriser à trois les tendances de l'opposition congolaise. Celle qui soutient les dialogues mais qui récuse Edem Kodjo, à savoir le rassemblement de l'opposition, celle qui estime que le dialogue n'a pas raison d'être et exige la tenue inconditionnelle des élections dans les délais, le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'opposition qui a participé au dialogue avec en tête l'UNC de Vital Kamerhe. Toutes néanmoins estiment qu'on ne peut accorder un troisième mandat au président Kabila dont les second et dernier mandat constitutionnel prend fin en décembre 2016. Et nous organiserons toujours des manifestations, j'insiste, pacifiques, telles que prévues et autorisées par les lois de la République. Il ne sera jamais question pour l'opposition congolaise, en particulier pour le G7, de se transformer en groupe armé ou en une rébellion, même si nous savons qu'en face de nous, il y a un pouvoir monolithique, d'essence dictatoriale. Nous ne céderons jamais à ce piège-là et je crois que le peuple congolais a démontré plus d'une fois qu'il n'est pas prêt à verser dans la violence. Le rassemblement de l'opposition représente à ce jour une force politique difficile à contourner quant à la recherche des solutions durables aux problèmes qui affectent le devenir de la RDC. Mais certaines divergences attestant la pluralité de l'opposition congolaise affectent profondément la lutte pour l'alternance. Quand l'opposition n'est pas unie, elle constitue une force pour le pouvoir en place, pensent les analystes de la scène politique congolaise. Alfred, en acceptant la refonte totale du fichier électoral, l'opposition qui participe au dialogue accepte autorise de facto un glissement du calendrier électoral. D'abord, Graziella, on devrait se poser la question de savoir de quelle opposition il s'agit. Qui est-ce que cette opposition représenterait au niveau de l'opinion congolaise pour pouvoir s'engager dans cette direction-là? L'idée était pipée dès le départ, dès le moment où Kabila avait lancé cette idée du dialogue. Et j'aime rappeler souvent ici que déjà en 2012-2013, il avait lancé l'idée des concertations nationales. Il a fallu 1 an pour que ça accouche d'une souris. Puis il a lancé encore cette idée de dialogue. Ça a pris pratiquement 1 année. Justement pour faire quoi? Pour diluer au fond les possibilités d'organisation des élections en 2016 et donc on a vers ce glissement. Je pense que un vrai opposant aurait pu dire nous n'allons pas à ce simulacre de dialogue et d'ailleurs qui préside cela? Edem Kodjo. Mais enfin, Edem Kodjo, de quel crédit il jouit, lui, d'abord déjà au niveau du Togo et puis au niveau de l'Afrique? Je dis c'est une farce macabre pour encore rouler le peuple congolais dans la farine. Mais depuis 1960, ça se passe à peu près comme ça. Les politicailleurs congolais s'arrangent toujours pour voler au peuple congolais justement la souveraineté de sa voix. Et donc je dis effectivement, si on va vers la refonte justement de ce fichier électoral,
ipso facto, on accepte ce principe de glissement. Mais il y a une autre façon de faire pour éviter justement, au fond, qu'on aille vers ce glissement, ou si on allait vers ce glissement, pour que, écoutez, on a déjà violé la Constitution plusieurs fois, le pouvoir en place actuel à Kinshasa, Kabila en particulier, même s'il ne se prononce pas, mais il fait parler d'autres personnes à sa place, donc c'est lui-même qui est responsable de cette situation. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, après son élection en 2006, il savait très bien, ou 2011, qu'en 2016, il y aurait des élections. Enfin, vous ne pouvez pas prévoir le budget pour la CENI pour les élections. Justement, Jean-Marie, que pensez-vous des raisons évoquées dans le reportage pour justifier ces retards dans le processus électoral? Sont-elles recevables d'après vous? De mon point de vue, ce ne sont pas des raisons recevables. Graziella, comme on le dit souvent sur ce plateau, vous avez toujours, dans tout pays, vous avez un calendrier électoral. Quel que soit le type d'élections qui vont se passer dans un État, vous avez un calendrier. Et ce calendrier-là, si vous voulez, comme dans la plupart des cas, ce n'est pas, c'est-à-dire consubstantiel uniquement à l'Afrique, quand vous avez des gouvernants qui sont mis en place, ils pensent à quoi? Ils pensent uniquement à leur réélection immédiate. Au lieu de gérer, si vous voulez, le calendrier politique des États, personne ne s'en occupe. C'est-à-dire tout de suite, on a en tête que comment est-ce que je pourrais faire pour me maintenir au pouvoir sur l'échéance prochaine à venir. Donc c'est exactement la même chose qui s'est passée à Kinshasa et le président Kabila a profité de l'instabilité du territoire. Bon, je ne serais pas d'accord avec Alfred qui veut critiquer le secrétaire général, M. Edem Kodjo, parce qu'on doit commencer par les Congolais eux-mêmes. Les solutions ne doivent pas être imposées aux Congolais de l'extérieur. C'est aux Congolais de s'asseoir et dire que bon, il y a un calendrier que nous devons tous respecter dans la classe politique. Monsieur Kodjo n'est là que pour faire quoi? Comme on parle souvent de l'Union africaine, pour venir superviser les choses et voir si les choses se sont bien passées. Donc, moi, les gens que je mettrais en avant, que je pointerais ici, là, si vous voulez, pour moi, c'est l'opposition congolaise. L'opposition congolaise ne devait pas accepter, si vous voulez, toutes les réunions dont Alfred les a si bien citées. Depuis 2012, il fallait se dire à un certain moment, bon, nous arrivons au bout, l'échéance approche, donc il faut prendre des décisions maintenant. Donc, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut critiquer, c'est la position, du pouvoir congolais et la position de l'opposition congolaise elle-même. Alors, Alfred, il y a quelques mois, le gouvernement congolais disait ne pas avoir les moyens d'organiser les élections. Récemment, il a déclaré il s'est engagé à financer lui-même, tout seul, le processus électoral. On rappelle que les 3 scrutins seront couplés, d'après ce qui a été convenu lors du dialogue. Où va-t-il trouver les fonds, finalement? Mais c'est là où on voit, Graziella, que ce gouvernement se moque des Congolais. Qu'il n'est pas dans son intention véritablement d'organiser des élections et d'assurer le respect de la Constitution qu'eux-mêmes ont promulguée, qu'ils ont voulu en 2005, 2006 et aujourd'hui qui se retournent contre eux. Ils ont voulu faire chanter la communauté internationale en exigeant beaucoup d'argent, de sommes faramineuses. Parce qu'ils voulaient s'en mettre plein les poches et qu'au fond, puisqu'il y a cette résistance de la communauté internationale, eh bien, en une sorte de réflexe de survie, on va faire glisser les choses. Maintenant, ils vont trouver l'argent où alors que le pays est en crise économique, en crise financière énorme. Le franc congolais est dévalué chaque jour. Je ne vois pas où est-ce qu'ils vont trouver cet argent, à moins qu'il n'ait caché quelque part et que tout d'un coup, mais oui, pour se donner le bon rôle, ils sortent cet argent-là. Pourquoi n'ont-ils pas donné à la Commission électorale nationale indépendante les moyens justement d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Voilà la véritable question. Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires qui sont menées par le pouvoir en place aujourd'hui à Kinshasa, par le PPRD et par quelques vendus de l'opposition. Les Camérés n'ont aucune légitimité pour parler au nom du peuple congolais parce que, lui-même aussi, il est issu justement de ce pouvoir, de ce PPRD. Et quand on voit la posture politique qu'il prend, qu'il adopte aujourd'hui, on comprend très très bien que ce n'est pas avec des hommes politiques comme ça
qu'on sortira la RD Congo justement de l'impasse où elle se trouve aujourd'hui. Alors le rassemblement, la plus grande plateforme d'opposition, a organisé une marche qui se voulait pacifique, mais qui a débouché sur des affrontements ce lundi à Kinshasa. Le gouvernement fait état d'au moins 17 morts à l'heure actuelle. Comment expliquer ce genre de débordement, Alfred, lorsqu'on sait que les autorités étaient prévenues de cette manifestation? Alors avant de répondre à votre question, Graziella, moi je voudrais m'incliner justement devant la mémoire de ces 17 victimes, qui est des policiers qui soient morts dans ces manifestations ou bien les manifestants. Le nombre, de toute façon, excédera les 17 qui sont annoncés par le gouvernement, alors que Lambert Mende avait commencé par nier justement ces victimes-là. Moi, je m'incline devant la mémoire et puis devant la souffrance, la douleur des parents. Alors ça, le gouvernement congolais est familier de ce fait-là. Ça participe de toutes les manœuvres que le pouvoir en place à Kinshasa organise aujourd'hui pour empêcher justement l'opposition, la vraie opposition, de s'exprimer, de faire passer ces messages auprès de la population congolaise. Alors on met en place des manœuvres de vexation, des exactions qui sont faites contre des dirigeants, qu'on empêche de se déplacer, d'aller dans leur fief, etc. C'est la même stratégie qui est appliquée ici. On fait semblant d'autoriser, tout en sachant que à un moment ou à un autre, on va provoquer un débordement et puis on va interdire la manifestation. Voilà la stratégie qui est adoptée par le gouvernement congolais aujourd'hui. Jean-Marie, une réaction très rapidement? J'aurais une réaction très rapide dessus. J'en ai parlé la semaine dernière sur ce plateau, Graziella. Je me disais que ce qui se profile, si vous voulez, à Kinshasa, ça va entraîner, si vous voulez, encore des souffrances. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement, c'est-à-dire, veut rester dans sa tour d'ivoire au lieu de laisser le peuple s'exprimer. Quand vous appelez l'opposition, vous demandez à l'opposition de participer à un dialogue, alors que vous interdisez, si vous voulez, à ces mêmes opposants-là d'aller, comment dirais-je, dans les provinces, aller poser leurs idées sur la table par rapport à la population congolaise. Ça me semble quand même une stratégie dilatoire de mon point de vue. Il n'y a pas de sérieux derrière de mon point de vue. C'est-à-dire, comme Alfred le disait tout à l'heure, on autorise une manifestation sachant très bien que ça nous donne la force de pouvoir dire, vous voyez, on a réagi parce que l'opposition n'a pas pu soutenir ses troupes. Merci Jean-Marie. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde. Tel est le thème de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi à New York. Et puis regain de tension en Centrafrique. Une vingtaine de personnes ont succombé aux attaques d'hommes armés ce samedi dans le centre du pays. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.